Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un live spécial SIGEM, une procédure qui est très importante pour tous les candidats issus des classes préparatoires économiques et commerciales et littéraires qui passent les concours cette année, qui sont en plein dans la dernière ligne droite des oraux. Vous avez reçu hier un email très important qui vous indique j'oublie le terme, mais vos identifiants SIGEM. Voilà, donc faites très attention si vous ne l'avez pas déjà fait à votre boîte mail. Et je reçois ce soir sur le plateau de Studirama TV Jean-Christophe Auguel qui est le président du SIGEM et François Dubreux, son vice-président. Merci à vous deux d'être présents aujourd'hui avec nous. L'idée, c'est donc de répondre à toutes les questions que les candidats se posent au sujet de cette procédure très importante pour eux qui arrivent en fin de parcours, donc à la toute fin des concours. Présentez-nous d'abord le SIGEM. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? En fait, SIGEM, c'est une association loi de 1901 qui regroupe en fait donc cette année pour le concours 2017 29 écoles actives donc qui recrutent sur classe préparatoire. Et donc les écoles de SIGEM, les 29, proposent donc un système d'intégration aux grandes écoles de management qui permet donc aux candidats de payer un acompte unique et d'être affectés dans une école qu'ils pourront intégrer en fonction de leurs vœux. On y reviendra évidemment un peu plus tard, mais qui permet donc en un seul tour, à une seule fois, de savoir exactement où ils seront, ce qui est avantageux à la fois pour le candidat, mais aussi pour les écoles. Quand SIGEM n'existait pas, en fait, le candidat devait faire une démarche par école. Et bien évidemment, les démarches n'étaient pas nécessairement les mêmes, donc il fallait se familiariser dans un temps très bref, avec énormément de démarches, pas les mêmes dates, et donc beaucoup plus de difficultés. Il y a vraiment un apport, je dirais, de confort qui était fait vis-à-vis des candidats. Et SIGEM existe depuis d'assez nombreuses années. Une quinzaine d'années aujourd'hui, début des années 2000. D'accord. Vous avez dit 29 écoles. Il y en a 26 qui sont des grandes écoles de management telles qu'on les connaît. Les 3 autres, qui sont-elles? En fait, ce sont des écoles associées de la BCE qui donc recrutent de manière un peu plus marginale en termes de nombre de classes prépa, mais qui sont tout à fait favorables à ce que ça fonctionne par l'intermédiaire de SIGEM. Donc c'est le cas de Saint-Cyr par exemple ou de l'ENS Cachan. Très bien, qui recrutent quand même un nombre plus restreint. Beaucoup plus réduit, oui, en effet. Quand on parle du SIGEM, on entend beaucoup algorithme. Voilà, ça va avec. Expliquez-nous ce qu'est l'algorithme SIGEM, comment il fonctionne, ça fait un peu peur aux prépas, du coup, voilà, expliquez-nous ce qu'il est. En fait, c'est une question de vœux. En fait, l'algorithme fonctionne en termes de vœux, c'est-à-dire que tous les candidats qui ont été classés dans au moins une des écoles de SIGEM doivent ordonner donc en termes de préférence son choix d'école, donc vœu 1, vœu 2, vœu 3, école X, école Y, école Z. Si d'aventure un candidat ne souhaite pas intégrer une école dans laquelle il a été classé, il la met non maintenue, donc ça veut dire qu'il ne souhaite pas l'intégrer. Et en réalité, ensuite, l'algorithme va fonctionner de telle sorte qu'il va regarder en fonction du rang du candidat dans le classement de l'école concernée, si oui ou non il peut y être affecté compte tenu des vœux des autres candidats par ailleurs. Donc on va étudier d'abord son vœu numéro 1. Il faut savoir qu'en gros, si on prend l'année dernière, il y avait 81% des vœux 1 qui avaient été servis. Ensuite, on passe si d'aventure le candidat ne peut pas être affecté par son vœu 1 du fait de son rang et que d'autres candidats devant lui ont été affectés, on va basculer sur son vœu 2. On va regarder à nouveau sur son vœu 2 s'il peut être intégré, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on trouve une solution pour lui. Dans l'hypothèse où on ne trouve pas, il n'est pas affecté, et dans ces cas-là, évidemment, son acompte sera remboursé. D'accord. Alors c'est important dans ce que vient de dire Jean-Christophe, parce que ça c'est une question qui nous arrive régulièrement chaque année des candidats, des familles. Il ne faut pas essayer de faire une martingale particulière, c'est-à-dire qu'on ne prend aucun risque à mettre en vœu 1 l'école qu'on préfère. On prend un risque à mettre en vœu 1 l'école qu'on ne préfère pas ou qu'on aime moins parce qu'on peut s'y trouver affecté. En revanche, le logiciel est fait de telle manière à ce que dès qu'il y a une possibilité pour un candidat d'intégrer son école la mieux classée, il le fait. Il aura toujours le meilleur choix possible pour lui. Tout à fait. C'est le principe du logiciel. C'est pour ça que finalement, on attend d'avoir
toutes les prises d'informations de la part des candidats avant de déclencher le logiciel. Et à ce moment-là, il prend systématiquement la meilleure possibilité pour chaque candidat. Donc on ne se met pas à aller regarder le rang du dernier admis de l'année précédente. On sait que c'est ce que un certain nombre d'étudiants, d'élèves en classe prépa regardent ça beaucoup en disant est-ce que j'ai une chance de l'intégrer celle-ci parce que vu mon rang l'année dernière, le rang il était plus haut ou plus bas que ça, donc etc. En réalité, les paramètres évoluent, puisque d'une année sur l'autre, les écoles ont un nombre de places qui lui-même évolue, les barres qui font que les étudiants sont classés elles-mêmes évoluent, les vœux des candidats eux-mêmes évoluent, et donc il est absolument impossible de savoir de manière exacte quel sera le rang du dernier intégré d'une année sur l'autre. Donc de toute façon, rang ou pas rang, on classe en termes de son vœu. Et au pire, si on n'a pas son vœu 1, on aura sûrement son vœu 2. Mais faire l'inverse, là du coup, ça serait vraiment prendre un risque, puisqu'on peut se retrouver affecté. On a des candidats qui nous appellent à SIGEM chaque année en disant vous m'avez affecté à mon vœu 1, mais en fait, ma école préférée, c'était mon vœu 2. Okay. Oui. On a dit pourquoi vous ne l'avez pas mis en vœu 1 alors? Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous pouvez intervenir ou... Une fois que l'affectation est faite, on ne peut plus intervenir. Les affectations sont fermes et définitives. Les écoles ne rappellent pas les candidats pour essayer de faire des transferts entre écoles. C'est de notre responsabilité collective. C'est une procédure qui est acceptée par le candidat lorsqu'il s'inscrit. C'est une procédure qui est acceptée par toutes les écoles. Il n'y aura aucune possibilité de réaffectation. Donc il faut bien réfléchir en amont, puisque après, il sera évidemment trop tard. Donc je reviens peut-être, alors là, non qu'on veuille monopoliser la parole sur ça, mais c'est vraiment une très grosse part des questions. J'ai une école, mais je pense que j'ai peu de chances de l'avoir. J'en ai une juste après, en termes de choix, en termes d'envie, mais là j'ai beaucoup de chances de l'avoir. Est-ce qu'il faut que je la mette dans un sens ou dans l'autre? On met bien celle qu'on préfère en vœu 1, même si les chances sont minimes, tout simplement parce que si ces chances existent et qu'elles peuvent se réaliser, le logiciel donnera satisfaction. Et si ça ne se réalise pas, de toute manière, ça ne réduit pas les chances d'avoir son école de deuxième vœu. On fait confiance au logiciel. Il est fait pour ça. Okay. Mais il est implacable, puisque quand on a des demandes éventuellement de vérification, quelles que soient les vérifications qu'on fait, on peut toujours prouver par A plus B que clairement le candidat n'est pas dans cette école-là parce qu'il est au-delà du rang et des vœux et réciproquement. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. On va revenir un instant sur les grandes échéances. J'ai bafouillé au début de ce live, mais hier, donc le 27 juin 2017, tous les candidats ont reçu un email avec leurs identifiants. À partir de cet email, que font-ils et à quelle date? En fait, depuis ce matin, donc, ils peuvent s'inscrire sur le site sigem.org. Donc avec ces identifiants-là, donc ils s'inscrivent, ils acceptent la procédure SIGEM, ils payent un acompte de 800 € en carte bancaire exclusivement. Donc ça, ils ont jusqu'au 5 juillet pour le faire, 5 juillet 18h, donc c'est-à-dire c'est mercredi prochain, là, ils ont une semaine pour faire ça. Donc un moment très important parce que tout étudiant qui ne sera pas inscrit ne pourra pas, quels que soient ses résultats de classement dans toutes les écoles possibles, ne pourra jamais être affecté cette année, donc ça serait quand même dommage. Donc il faut vraiment faire ça fermement avant le 5 juillet 18h. Ensuite, donc, on va rentrer dans une phase où les candidats vont avoir information de là où ils ont été classés ou pas dans les écoles. Et en réalité, ensuite, on a la deuxième phase qui est très importante pour le candidat, qui vont être 2 jours, donc 48 heures importantes, les 12 et 13 juillet, puisque pendant ces 2 jours-là, les candidats pourront, toujours sur le site et toujours avec les mêmes identifiants, ordonner en termes de vœux les écoles qu'ils souhaitent potentiellement intégrer, donc 12 et 13 juillet, là aussi, et pareil, le 13 juillet à 18h, on clôture. Il ne sera plus possible de faire des vœux après le 13 juillet 18h. Donc là aussi, il faut qu'ils soient vraiment très mobilisés, les candidats, ils aient bien ça en tête, puisque même s'ils sont inscrits, mais qu'ils ne font pas de vœux, ils oublient de faire leurs vœux, du coup, là aussi, c'est pareil, ça les élimine automatiquement du processus 2017. Donc il faut vraiment s'inscrire, faire des vœux. Et ensuite, ils auront le résultat le 19 juillet de leur affectation définitive. Alors, 2 cas particuliers, toujours qu'on précise bien. Je ne veux pas d'une école. Je le stipule clairement. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas une école qu'on ne souhaite pas intégrer. Le logiciel permet de le stipuler. D'accord, Sinon, il y a un écran qui s'affiche avec le nom de l'école et puis quoi, des cases à cocher en face, premier, deuxième, troisième choix. C'est exactement ça. Non maintenu. Voilà, non maintenu permet de dire. Et deuxième chose aussi, parce que parfois on a des incompréhensions, si un candidat n'a qu'une seule école,
il se positionne car il pourrait tout à fait refuser de la prendre. Donc on a parfois des candidats qui nous disent on n'a pas répondu parce que comme on n'avait qu'une seule école, on a imaginé qu'on l'avait. Pas suffisant, attention, vous avez une seule école, vous devez répondre exactement de la manière. Nous ne pouvons pas anticiper si vous la prenez ou si vous ne la prenez pas. Je reviens un instant sur ce qui se passe après le 5 juillet et avant l'ouverture des vœux. Des vœux. Comment les candidats reçoivent le résultat? Chaque école envoie un message ou bien le CIGEM centralise? Là, effectivement, là, c'est pas le CIGEM qui centralise. Là, les résultats de classement, d'admission sont fournis école par école au niveau des candidats. Donc, généralement, ils ont l'information au fur et à mesure, au fil de l'eau, puisque les jurys d'admission se font un peu au fil de l'eau entre la semaine prochaine et puis le début de la semaine suivante. Donc, ils vont avoir l'information par les écoles, puisque là, on est sur une information qui est bien liée à chaque école. Chaque école a un jury, chaque école a un PV de jury, chaque école a un classement. Et d'ailleurs, aucun étudiant ne peut être ex-aequo, aucun candidat ne peut être ex-aequo dans une même école. D'accord. Donc, ils sont départagés de toute façon. Systématiquement. D'accord. Le 12 au matin, quand ouvre la possibilité de faire ses vœux, je m'assois devant mon ordinateur, j'ai donc mes résultats école par école, admis, pas admis, admise, pas admise. Sachant qu'en général, je le sais déjà. Oui, je le sais déjà. Même s'il n'est pas encore vu Exactement. sur CIGEM, mais je le sais, puisque j'ai eu l'information par les écoles. Donc j'ai déjà eu le temps d'y réfléchir. Oui. C'est ça qui est important. Mais d'y réfléchir comment donc? On revient un petit peu sur la manière dont faire le meilleur choix CIGEM. Voilà, vous dites c'est l'école dans laquelle vous vous sentez la mieux. On a pas mal de questions qui tournent autour de oui, mais il y a quand même des classements qui paraissent régulièrement, il y a des accréditations auxquelles il faut faire attention. Quand le moment arrive de cocher et de faire son classement CIGEM, qu'est-ce qui doit prévaloir au-dessus de tout Ça, c'est une question qui est en fait très difficile. On est nous-mêmes, en fait, François et moi, directeurs dans nos écoles respectives, donc on sait quel genre de questions peuvent se poser les candidats. Après, chacun, dans sa préférence, a des éléments plus ou moins déterminants. Ça peut aller effectivement d'un classement, en passant par des accréditations. Ça peut être le programme, ça peut être la pédagogie, ça peut être l'international, ça peut être les stages, ça peut être la localisation, ça peut être l'ambiance, les associations. Enfin, le panel est très très large. Et pour moi, après, c'est bien à chaque candidat, par rapport à tous ces éléments-là, de faire lui-même son classement. Mais on ne peut pas faire le classement à sa place, ça ne serait évidemment pas notre rôle. Et donc très clairement, d'ailleurs, quand on a des questions au niveau de CIGEM en disant « vous me conseillez de mettre telle ou telle école devant telle autre », évidemment, on ne répond surtout pas à cette question-là. Voilà, c'est une question absurde pour CIGEM. Ça peut être une question logique dans une famille ou d'un candidat avec ses amis ou avec sa famille. Mais pour nous, on considère qu'ils ont fait 2 ans de classe prépa, ils ont rencontré, la plupart du temps, ils ont vu un certain nombre d'écoles, ils ont croisé sur des salons, ils sont venus dans les écoles, ils sont venus passer les oraux dans chacune des écoles dans lesquelles ils ont pu être intéressés. Là, maintenant, le temps est venu pour eux de décider. Et là, c'est un moment important. Mais la décision, elle leur appartient avant tout. Et là, il y a deux éléments, c'est-à-dire que déjà, très clairement, comme l'indiquait Jean-Christophe, par rapport aux questions qui sont éventuellement posées, CIGEM est par essence même d'une stricte neutralité. CIGEM est une association qui regroupe les écoles pour l'affectation qui se passe dans des meilleures conditions, mais notre rôle n'est absolument pas de se substituer aux écoles, bien évidemment. Donc là, on observe tous une stricte neutralité. Et puis il y a aussi un moment donné pendant lequel les candidats font leur choix, où les écoles également s'interdisent de communiquer en permanence pour justement laisser aux candidats la possibilité de faire leur choix tranquillement à tête reposée. D'accord. Petite question sur la date du 19, date des résultats définitifs. Comment ils sont délivrés ces résultats? C'est un mail du CIGEM, c'est un mail de l'école d'affectation de Non, là, c'est CIGEM effectivement qui les informe par email de la possibilité donc d'aller. Alors c'est pas par email puisque c'est à 15h. Ils vont sur le site CIGEM, voilà, et là ils voient dans quelle école ils ont été affectés. D'accord. Donc évidemment, je crois que c'est à 15h, je crois, ce jour-là, et donc du coup à 15h, il y a un gros pic de connexion, mais il n'y a pas de problème, le site est préparé à ça, tous les ans c'est comme ça, et ils veulent savoir très vite où ils sont affectés. Après cette date du 19, les écoles reprennent la main?
Oui. C'est d'accord. Les fichiers, effectivement, des candidats qui ont été affectés dans l'école sont transmis aux écoles. Et ensuite, les écoles reprennent la main pour faire les inscriptions administratives classiques. En général, c'est bien évidemment, dans un premier temps, déjà un mail de félicitations. On est ravis, bien évidemment, chacune des écoles d'accueillir ceux qui ont réussi. Et puis, bien évidemment, après, c'est les formalités, plus d'inscription, les grandes dates. Les écoles communiquent souvent un calendrier, quand est-ce qu'on se revoit, à quel moment, les grands éléments éventuellement que l'étudiant doit préparer pendant l'été avant de rentrer. C'est donc les écoles qui transmettent tout ça. D'accord, donc grand soulagement, le 19, on le souhaite à tout le monde, et préparation de la rentrée dans la foulée. Bien sûr. Ok, on a beaucoup de questions autour de ce prix des 800 €. Alors vous dites un acompte, c'est-à-dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais expliquez. Bien sûr. Oui, c'est un acompte au sens où cet argent ne va pas à SIGEM. SIGEM est une sorte de compte miroir par rapport à cette opération-là. C'est-à-dire que les 800 € sont prélevés donc, par carte bancaire au niveau des candidats. C'est reversé à ce stade à SIGEM, mais ça va durer un mois, puisque ensuite, au bout d'un mois, il va se passer deux choses. Soit un candidat est affecté dans une école payante, et dans ce cas, donc SIGEM transfère les 800 € à cette école. Et donc cette école d'ailleurs déduira ces 800 € des frais de scolarité de la première année de l'étudiant. Donc de toute façon l'étudiant ne les a pas perdus ces 800 €. S'il doit, je sais pas, 10 000 € à l'école en première année, il paiera 9 200 en fait, et non pas 10 000 € à l'école en question. C'est bien une avance. Et dans l'hypothèse qu'on ne souhaite pas, mais où le candidat n'est affecté nulle part, ou bien s'il est affecté dans une école dite gratuite, dans ce cas, c'est le candidat qui est directement remboursé par SIGEM. On fait par carte bancaire, justement, on restitue en créditant l'équivalent des 800 €. Donc l'argent n'est pas perdu, soit les candidats le récupèrent, soit en fait c'est transféré à l'école d'accueil. Pourquoi 800 €? Pourquoi pas 500, 1500? Bonne question. Oui, alors c'est une bonne question. Je pense que c'est une question de temps en temps qui a été évoquée en Assemblée Générale, puisque régulièrement l'association se réunit avec l'ensemble des écoles. Et jusqu'à ce jour, les écoles ont souhaité garder une position modérée. On est conscient que les frais de scolarité par école sont quand même importants. On est conscient que déjà une avance est quelque chose d'important pour les candidats et que pour l'instant, il y a cette idée de dire on ne souhaite pas aller dans l'inflation de cette avance. Alors après, j'allais dire, je ne sais pas quelle sera la position qui sera tenue dans les 10 prochaines années, mais en tout cas, pour l'instant, il y a toujours eu, de façon unanime de la part des écoles, cette volonté de rester raisonnable le plus possible dans la dimension financière. Pour les boursiers, la question revient, vous l'avez peut-être dit, ces 800 € Les 800 également. € sont aussi demandés aux boursiers, puisque généralement les banques, que ce soit Écricom ou BCE, il y a la gratuité pour les boursiers au moment des concours, pour l'inscription au concours, donc là ça reste quelque chose d'important. Au moment de SIGEM, non, tout simplement parce que on demande un engagement du candidat, puisqu'il faut avoir en tête quand même que certains vont prendre la place des autres. Et donc si on a des candidats qui en réalité bloquent une place parce que entre guillemets c'est totalement gratuit à ce moment-là, alors qu'en réalité ils n'ont aucune intention d'aller dans telle ou telle école, le jeu serait un peu biaisé. Donc on demande effectivement de payer ces 800 €, quitte à ce que si finalement le candidat arrive dans une école gratuite, il sera remboursé, ou s'il y a un traitement particulier attribué aux boursiers dans cette école-là, et de toute façon les 800 € seront quand même déduits de la réduction qu'il aura liée au fait qu'il est boursier. Il en bénéficiera d'une façon ou d'une autre. Mais à ce moment-là, effectivement, il y a égalité de traitement pour tout le monde, par équité, puisque chacun prend une place dans le système. Et donc, on veut des engagements quand même fermes. On comprend bien. On le comprend bien, en effet. Il y a une question qui nous est posée à propos du timing SIGEM. Donc, voilà, on est en plein dedans. Pourquoi est-ce qu'on ne s'inscrit pas au SIGEM en même temps qu'on s'inscrit au concours? Il y a une explication particulière? Pourquoi ça ne se fait pas en décembre, janvier? Ça aussi, c'est probablement une bonne question. On peut toujours effectivement se dire pourquoi 800 € et pourquoi pas 1000, ou pourquoi pas 700. On pourrait se dire pourquoi c'est maintenant et pas plus tôt. En réalité, on pourrait aussi, pourquoi pas, là aussi sous réserve d'une assemblée générale, que tout le monde change. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que peut-être plus on le ferait tôt, plus du coup les 800 € seraient demandés, on aurait des engagements fermes aux candidats, à un moment où ça reste encore pas forcément très clair dans leur tête. Et donc c'est pour ça que les écoles ont trouvé plutôt intérêt à faire ça plutôt vers la fin.
de telle sorte que ça commence à se préciser. Ils sont en voie de passer les oraux un peu partout. Ils connaissent quand même un peu maintenant, un peu plus fraîchement leurs idées. Si on leur disait ça au mois de décembre ou au mois de janvier, ça serait peut-être pas pertinent. Peut-être que ça ne serait pas encore pertinent. Du coup, on n'aurait peut-être pas assez de candidats qui s'inscriraient. Et qui, du coup, en mars, avril, mai, quand on dira mais moi, je ne me suis pas inscrit en janvier, est-ce que je peux encore le faire, etc. etc. Donc, voilà, je pense que c'est ça la raison de fond. Mais après, bon, rien n'est jamais gravé dans le marbre éternellement. Beaucoup de questions aussi sur le classement SIGEM. Notamment sur l'utilisation qui peut en être faite dans des classements produits par la presse. Oui. Comment se positionne le SIGEM par rapport à cela? Là, il se positionne de façon nette, c'est-à-dire qu'il y a un abus de langage. D'accord. Le SIGEM ne fait pas de classement. Donc, alors comme tout le monde, comme toutes les écoles, on connaît le classement SIGEM, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les données en fait, sont communiquées aux écoles. Après, suivant les écoles, suivant les médias, certains, je dirais, traitent les données et proposent des analyses, proposent des classements. Mais c'est pas, en fait, il y a un abus de langage quand on dit que c'est un classement SIGEM. On devrait dire ce sont des classements avec des algorithmes qui sont différents suivant les médias, suivant les organes de presse, à partir de données qui sont issues de l'affectation SIGEM. Ce n'est pas un classement produit par le SIGEM. Non, le SIGEM ne produit aucun classement. Il y a le tableau des désistements croisés aussi qui pose question apparemment à un certain nombre de candidats. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, Monsieur Dubreux? Alors, le tableau des désistements croisés, c'est un tableau en fait, donc, qui est d'un ensemble de chiffres qui est donné aux écoles et qui dit, si je synthétise rapidement, un étudiant finalement qui était retenu pour 2 écoles, laquelle a-t-il choisi? Et à partir de ce moment-là, il y a un tableau qui permet de dire, bon, s'il y avait X candidats communs entre 2 écoles, quel pourcentage ont choisi finalement de rejoindre telle école, quel pourcentage ont choisi de rejoindre telle autre école. Alors ça permet clairement, j'allais dire, aux différentes écoles de mesurer le choix et la façon finalement dont les candidats perçoivent les écoles. Donc c'est intéressant pour nous de regarder un petit peu ça. Toujours pareil, après, quand on prend, ça sert souvent de base, j'allais dire après, à des médias pour faire des analyses. Et là, on redit la même chose. La façon dont les choses sont classées, ça dépend des médias et c'est de leur seule responsabilité. Je donne un exemple tout simple. Imaginez qu'entre 2 écoles, il y ait eu 20 personnes qui étaient admises des 2 côtés. 10 décident de passer de l'une à l'autre, ou plutôt on va dire 11 décident de passer de l'une à l'autre, et 9 décident de faire le chemin inverse. Si on dit que celle qui en a 11 par rapport à celle qui en a 9 est devant la deuxième, est-ce que ça reflète tout à un près? Alors certains proposent avec un pourcentage, d'autres regardent en absolu. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut se méfier. D'accord. Je me permets d'alerter les candidats sur au moins 2 points liés à ce sujet. Le premier, c'est que toutes les écoles de SIGEM sont de très bonnes écoles. Clairement, même s'il y a ces histoires de classement et de hiérarchie qui est inévitable d'une certaine manière, mais toutes sont de très bonnes écoles, toutes ont le grade de master, toutes font partie de la conférence des grandes écoles, toutes ont pour la plupart des accréditations internationales. Donc il n'y a pas de mauvaises écoles dans SIGEM. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'autres écoles hors SIGEM qui adoreraient être dans SIGEM et n'y sont pas. Donc voilà, c'est par rapport à ça, peut-être que là, il faut réfléchir, mais à l'intérieur de SIGEM, toutes sont de très très bonnes écoles, il n'y a pas de souci. Et après, le deuxième point sur lequel j'arrête, c'est qu'il ne faut pas être dans des logiques d'anticipation autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire sous prétexte que l'année dernière, alors le choix des candidats s'est porté là-dessus. Du coup, moi, je reproduis bêtement la même chose. Non, c'est en fonction encore comment vous avez senti l'école. Vous pouvez être surpris que telle ou telle école soit devant ou derrière telle ou telle autre. Mais vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça? On fait un choix pour soi, pas pour... On fait un choix pour soi. Et là où je rebondis sur ce que tu dis, quand on rentre, j'allais dire, en profondeur dans le tableau des fameux croisements, on se rend compte que c'est pas si évident que ça de donner vraiment des interprétations. Chaque école a ses spécificités et de vouloir donner tout de suite, immédiatement, un poids aux chiffres pris en dehors de tout contexte, on arrive vite à des jugements très hâtifs. Après, il y a des candidats qui sont hyper attentifs à ces choses-là et puis qui vont observer les désistements croisés des 5-10 dernières années, sortir des tendances.
encore une fois, à partir des données qu'on fournit, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Les statistiques sont là pour être faites, pas de problème. Mais après, voilà, il faut quand même aussi se dire qu'au côté des chiffres purs, il y a aussi la vie qui va avec. On fait un choix pour les 3 ou 4 prochaines années, c'est vrai. Exactement. Vous disiez qu'il y avait des écoles que ça intéresserait d'intégrer le SIGEM. Vous avez des demandes Récemment, on n'en a pas eu particulièrement, puisqu'en fait, il faut avoir en tête que pour entrer dans le SIGEM, il faut être soit dans la Banque commune d'épreuves, la BCE, soit dans Ecricom. Donc c'est d'abord au niveau des banques que la question peut se poser. Et on voit qu'effectivement, si on prend un historique sur les 3-4 dernières années, on voit qu'il y a eu des mouvements dans les banques. Ce qui prouve bien qu'il y a des écoles qui rentrent, des écoles qui sortent, des écoles qui n'y sont pas et qui aimeraient y être. Donc voilà, donc au niveau des banques, il y a quand même des gens qui demandent. Et effectivement, si on est dans l'une de ces deux banques, automatiquement, on est dans SIGEM. On fait partie de SIGEM. Sur les évolutions récentes SIGEM, il y a le passage de plusieurs à une ligne. Je crois que vous avez souhaité que pour les écoles multicampus, il n'y ait qu'un choix d'école possible et pas un choix de campus. Oui. Alors pour être honnête, on dira réellement que c'est pas. On a souhaité, on trouve que c'est mieux que ce soit comme ça, c'est plus cohérent. Mais ça restait quand même bien une décision propre à chaque école. D'accord. Et donc il y a effectivement des écoles qui pendant un moment ont travaillé sur plusieurs lignes en disant voilà, et donc qui prenaient le risque finalement de montrer des éventuels écarts de vœux ou de remplissage sur leur propre campus. Donc du coup, sur cet aspect-là, on a suggéré, conseillé de fonctionner plutôt en une seule ligne. Et progressivement, les écoles ont bien compris ça. Et aujourd'hui, c'est le cas, puisque toutes les écoles multicampus n'apparaissent que sur une seule ligne. On choisit. Du coup, voilà. Donc là, c'est intéressant de rebondir là-dessus, parce que là aussi, c'est une question souvent qui revient. C'est de dire, quand on précise finalement son classement SIGEM, je parle en fait des vœux que l'on émet, on se précise bien pour une école donnée. Le logiciel demande pour les écoles multicampus le campus de choix, mais il n'intervient absolument pas dans l'algorithme. C'est-à-dire que, en fait, très honnêtement, les écoles profitent de la présence du logiciel SIGEM pour faire le sondage qui permet finalement de savoir qui souhaite quel campus. Mais on n'a pas plus de chance si on dit un campus ou un autre. Il n'y a pas, le logiciel ne traite pas les vœux en fonction des campus. Mais que les admis ne s'étonnent pas de trouver le choix possible sur le SIGEM. Voilà. Tout à fait, ça fait partie des... Voilà, c'est simplement à titre finalement de collecte d'informations qui sont faits en fait en prévision pour les écoles en fait qui sont multicampus. Et ensuite, lorsque le candidat est affecté dans une école multicampus, c'est pas forcément le cas de toutes, mais celles qui sont multicampus, l'école s'engage à prendre le candidat en question sur le campus dans lequel le candidat a formulé la demande. Voilà. D'accord. Tout à fait. Donc il n'y a pas de risque pour le candidat. Il a demandé le campus X ou le campus Y. Et il sera affecté à X sans ambiguïté. L'école lui ouvrira la place sur ce campus-là. Une question sur la comparaison possible entre SIGEM et APB, c'est d'actualité. Est-ce que l'algorithme fonctionne pareil? Est-ce qu'on peut comparer les deux systèmes ou disons qu'il y a des similitudes et puis surtout des grosses différences. La similitude, c'est qu'il y a un algorithme et puis c'est un système d'affectation. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est le cas. Ensuite, les différences, c'est que SIGEM se joue en un tour en une seule fois, alors qu'APB, on sait qu'il y a plusieurs tours. Il y a le oui, mais, non. Enfin, donc le candidat, avant de savoir vraiment où il va atterrir, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Et puis APB est un système, on va dire, totalement ouvert à tout type de formation. On peut faire école d'architecture, université, école de santé, médecine et pourquoi pas école de commerce. Et ordonner ses vœux dans cette logique-là, alors que SIGEM évidemment est quand même plus spécialisé, puisque là, nous, on s'adresse aux candidats CPGE. Là, on peut dire également qu'il y a vraiment une très grande homogénéité. C'est une même manière de concourir, c'est une même. Alors, en effet, les coefficients ne sont pas nécessairement les mêmes d'une école à l'autre sur les matières au niveau écrits, mais en fait, ce sont un ensemble de 29 écoles qui fonctionnent exactement sur le même type d'écrit, le même type d'oral, un site, et donc derrière, c'est un traitement qui est complètement homogène derrière. D'accord. Un SIGEM des admissions parallèles, c'est parfois évoqué. C'est un très grand sujet. Oui. C'est un sujet qui revient donc régulièrement. Alors, c'est vrai que toutes les écoles ont à cœur d'essayer d'imaginer, de rendre
les procédures les plus faciles, en fait, j'allais dire, pour les candidats. Et ça, c'est vraiment fort. Pour les admissions parallèles, pour l'instant, ce qui reste délicat, et sûrement plus délicat justement pour les classes préparatoires, c'est la grande diversité de l'offre. On retombe dans quelque chose qui est plus proche d'APB pour l'instant, avec alors des écoles qui proposent à l'intérieur du CIGEM, d'autres qui proposent des places qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur du CIGEM. Vous n'avez pas, sur les classes préparatoires, c'est facile de dire qu'il y a finalement deux grandes banques, écrites comme d'un côté, BCE de l'autre. Là, pour le coup, il y a une très grande hétérogénéité de pratique, un certain nombre d'écoles ayant leur concours propre et leur recrutement propre. Donc ce qui est sûr, c'est que les écoles, au travers du chapitre, qui est l'organe en fait qui les regroupe tout ensemble, réfléchissent régulièrement sur essayer d'homogénéiser les choses au mieux pour rendre la vie la plus facile. Est-ce qu'on ira un jour jusqu'au CIGEM des classes admissions parallèles? Merci beaucoup. C'est à mon tour de trébucher. Là-dessus, là, il y aura peut-être encore un petit bout de chemin. D'accord. Dans l'intérêt des candidats et des familles, c'est effectivement quelque chose qu'on peut essayer de tendre vers. Voilà. Très bien. Les écoles connaissent-elles l'ordre de nos choix? Ça inquiète apparemment quelques candidats. Alors ça, c'est une très bonne question et elle aussi assez récurrente. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les écoles n'auront pas de manière, on va dire, nominative, candidat par candidat, intégré par intégré, le vœu du candidat. Donc en fait, ce qu'on on leur fournit au niveau des écoles, c'est en réalité de savoir quel pourcentage parmi leurs affectés les ont mis en premier vœu, combien les ont mis en deuxième vœu, troisième vœu, etc. etc. Mais ce n'est pas nominatif. Donc en fait, là aussi, c'est totalement transparent et totalement neutre vis-à-vis des candidats qui se poseraient ce genre de questions. L'école ne saura pas qui vous avez mis en premier, qui vous avez mis en deuxième. CIGEM le sait, c'est tout. Donc ça revient va garantir justement la confidentialité par rapport à cette information. D'accord. Une question sur le calendrier aussi, la manière dont il est choisi. Une candidate s'inquiète du fait qu'il n'y ait que 2 jours pour opérer ses choix cette année, 3 jours l'année passée. Comment est fixé ce calendrier ? En réalité, l'année dernière, on a le problème du 14 juillet en fait, qui fait que le calendrier est un peu évolué cette année. L'année dernière, on avait 3 jours, mais 14 juillet était au milieu. Donc en gros, c'était 13, 14 et 15. Cette année, donc si on avait voulu maintenir 3 jours, on aurait fait 12, 13 et 14. Le problème du 14, c'est que c'est un jour férié, comme tout le monde le sait, c'est la fête nationale en France, jour férié. Il peut y avoir donc des gens en vacances qui ne travaillent pas ce jour-là. Et donc si on avait un problème informatique, un problème je sais pas, téléphonique ou autre, il y avait un risque de ne pas pouvoir, on va dire, être réactif par rapport aux problèmes posés. Et donc c'est pour cette raison que les 30 écoles de CIGEM ont décidé cette année donc de mettre plutôt que sur 2 jours, 12 et 13, qui sont des jours ouvrés, où donc s'il y a des soucis quelconques, généralement il n'y en a pas, mais au cas où, on pourra être tout à fait réactif. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas mettre le 14 dans les jours des choix possibles cette année. On ne peut pas s'imaginer, que les candidats cette année seront défavorisés parce qu'ils n'ont que 2 jours. Non, parce que là-dessus, je rebondis tout de suite. Et je m'adresse directement à la caméra, j'allais dire, pour voir les candidats, les yeux dans les yeux. Tu n'attendras pas la dernière minute. Excusez-moi de vous tutoyer quelques instants, mais c'est vrai qu'on doit malheureusement reconnaître que chaque année, on a des situations que je qualifierais de dramatiques, dans le sens où on peut avoir des gens qui perdent finalement le bénéfice d'un concours alors qu'ils ont eu 2 ans de scolarité acharnée, simplement parce que vous n'imaginez pas nécessairement que votre ordinateur va tomber en panne. Vous n'imaginez pas nécessairement, si je prends quelques cas de temps en temps qu'on a pu connaître, que le courant sera coupé dans toute votre rue parce que l'EDS fait des travaux et qu'ils ne peuvent pas vous dire quand est-ce qu'ils rétablissent. Et on a chaque fois des gens qui se situent en situation, alors soit limite, et c'est un coup de stress épouvantable, tant mieux si c'est le cas, mais des gens qui finalement restent en dernière minute coincés, ne pouvant pas exprimer leurs vœux, et quand le délai est passé, le délai est passé. Donc là-dessus, surtout ne jamais attendre la dernière minute. Il peut y avoir des imprévus qui dépassent largement votre seul cadre. Donc ça, vraiment prudence. Tout à fait d'accord avec ce que dit François, et
pour dire aussi aux candidats de cette année que c'est pas la première fois dans l'histoire de CIGEM que les vœux se font sur 2 jours. Oui, c'est vrai. Selon les calendriers, selon les années, Oui. on est entre 2 ou 3. Donc les 2 sont possibles. Et pour en plus compléter ce que disait François par ailleurs, c'est que le candidat, donc potentiellement dès le 12, fait ses vœux, ordonne ses vœux. Il faut savoir que jusqu'au 13-18h, il peut encore éventuellement changer. Donc si d'un seul coup il a une fulgurance dans la nuit du 12 ou du 13 qui fait qu'il veut modifier un vœu d'une façon ou d'une autre, il se reconnecte le 13 et il peut le faire. Alors évidemment, s'il y a un problème technique, comme tu évoquais, c'est risques et périls. Il aura moins fait déjà la première fois. C'est quand même la partie peut-être importante, mais voilà, donc surtout connectez-vous si possible dès le 12, comme ça au moins vous avez déjà bouclé le 12. Par ailleurs, et faites des modifs le 13 si... Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ils reçoivent les candidats reçoivent après leur inscription un email qui fait le check-up de tout ce qui s'est passé. Nécessairement, cet email-là, vous le regardez, je dirais, avec précaution, parce que si vous vous rendez compte tout de suite que quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'imaginez, il est encore temps. Et pareil, si je m'y prends 5 minutes avant, c'est fini. J'ai plus cette possibilité. Finalement, je ne dis pas que c'est une seconde chance, mais c'est une assurance. Et donc à chaque fois qu'ils changent leurs vœux pendant les 2 jours, ça génère évidemment une modification, parce que je dis ça pour les petits malins qui mettent leurs vœux le premier jour, qui nous envoient le mail en disant « voyez, j'ai fait ces vœux-là », mais qui en réalité ne nous envoient pas l'autre mail qu'ils ont reçu le lendemain, ont changé, tout est traqué. Tout est traqué. Chaque mouvement qui sera fait sera vu par le système. Donc les vœux d'un instant T seront bien ceux-là qui seront pris en compte. S'il y a changement, évidemment le système l'aura pris en compte. Les petits malins, il n'y en a pas beaucoup, non, qui changent Très peu. Très peu. Mais sur une population de 10 000, il peut toujours y en avoir quelques-uns. Mais quelques joueurs. Depuis les années que ça existe, en réalité... Être sérieux jusqu'au bout quand même, éviter... Tout à fait, sur des choses aussi importantes. Est-ce que vous suivez sur les 2 jours des vœux les moments où ils sont davantage formulés que les autres? Est-ce que finalement la grande majorité des candidats fait son choix les 4 premières heures d'ouverture et puis il y a une baisse et puis un nouveau pic Alors j'avoue que je n'ai pas regardé à ce point aussi précisément, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement il y en a beaucoup qui, dès le 12, se connectent et font leurs vœux. Le 13 aussi, il y a le trafic quand même assez important, mais il est moins important finalement que le premier jour. Puisque comme on disait, la plupart du temps, finalement, à ce moment-là, les candidats, ils ont quand même eu beaucoup de temps pour réfléchir. C'est l'avantage d'avoir un calendrier un peu plus tardif peut-être que le concours, comme on disait tout à l'heure. Et donc, grosso modo, ils savent à peu près encore quoi faire à ce moment-là. Mais... Est-ce que je dis une bêtise si je dis que 80% des candidats font un choix au départ et ne le touchent plus? Ah oui, même plus que 80%. Ah oui, la plupart du temps, ils font leur vœu, ils ne se touchent plus. Enfin, c'est plutôt marginal ceux qui se mettent à changer à l'intérieur des 2 jours. Puisque là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans les 2 jours. Alors il y en a par contre, on est vraiment sur, c'est même plus 1%, là on est sur 0,001% qui change 3, 4, 5 fois dans les 2 jours. Bon, donc c'est possible. C'est que voilà, c'est possible. Voilà. C'est possible. Ils peuvent le faire, ça rien n'empêche de le faire. Après, nous, on se pose un peu des questions. On se dit, tiens, comment se fait-il qu'ils ont été si hésitants à changer 4 ou 5 fois de vœux en même pas 48 heures. C'est comme ça. On arrive sur la fin de ce rendez-vous. Alors, on n'a pas parlé du fait qu'il y a une hotline pour le CIGEM, ça peut être important. Tout à fait, parce qu'effectivement, là, je dirais, on a beaucoup répondu à des questions en général. Après, s'il y a, on va dire, un cas particulier d'un candidat, tout bêtement, qui a des problèmes d'identifiant, qui n'arrive pas à se connecter, qui se pose telle ou telle question par rapport à son propre cas, qu'il n'hésite pas à prendre contact avec la hotline, qui est ouverte depuis hier, qui est ouverte donc de 9h à midi et de 14h à 18h. C'est un numéro vert qui est donné sur le site de cigem.org. Et donc on a des opératrices qui peuvent répondre à leurs questions pendant toute la durée du processus. Donc voilà, c'est un service qu'on offre qui est aussi très, très demandé généralement et qui plaît aux candidats. Qui ont besoin notamment de se rassurer. Et donc, ils n'oublient pas de valider leur inscription avant le mercredi 5 juillet. Oui, ça, c'est très clair. Le rendez-vous suivant, le 12 juillet. 12-13. Et résultat définitif, le 19. Voilà. Bien. C'est les 3 phases incontournables. Messieurs, merci beaucoup à vous. Avec grand plaisir. Et merci, je vous dis très bonne soirée et à très bientôt. Merci.